Bonjour à tous, bienvenue dans notre webinaire où nos juristes en droit social, Charlotte Catrin et Marine Noilly, vont vous parler du CSE. Elles vous expliqueront au cours de cette petite heure la mise en place du CSE, quelle entreprise est concernée, les élections, mais également le renouvellement. Si vous avez des questions, on vous invite à vous servir du chat et en fin de présentation, Marine et Charlotte répondront à toutes vos questions avec plaisir. Si toutefois il y a des questions un peu plus précises et particulières, elles vous recontacteront, mais on vous le signalera à la fin, elles vous recontacteront justement pour pouvoir répondre plus précisément et particulièrement à vos questions. Voilà, je vous souhaite un bon webinaire et je laisse la main à Charlotte et Marine, nos juristes en droit social, je l'ai déjà dit. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, du coup, je suis Charlotte Catrin et voici Marine Noilly et on va vous parler un peu du CSE, donc c'est le comité social et économique. Alors, on va aborder du coup plusieurs points concernant le CSE. Donc, la première question à se poser, c'est est-ce qu'on a l'obligation de mettre en place le CSE? Ensuite, on va voir comment on calcule son effectif justement pour déterminer son éligibilité. Ensuite, on verra qui compose le CSE, comment se déroulent ces fameuses élections professionnelles. Ensuite, quel est le rôle de ce CSE une fois qu'il a été mis en place. Quels sont les risques encourus si on ne respecte pas son obligation de le mettre en place. Et enfin, on vous expliquera un peu comment, au sein d'Axence, on peut vous accompagner. Alors, le CSE, c'est assez récent parce que ça a été mis en place du coup après les élections d'Emmanuel Macron, donc en septembre 2017. Donc, les premiers CSE ont vu le jour fin 2017 et on a eu en fait une mise en place échelonnée pour arriver au 1er janvier 2020 avec des entreprises uniquement composées de CSE. Donc avant, on connaissait plusieurs organes de représentation du personnel. Donc il y avait les délégués du personnel, le comité d'entreprise et le CHSCT. Donc on entend encore un peu ces termes pour les plus nostalgiques, mais voilà, normalement il n'y a plus aucune entreprise qui a ces organes, sinon c'est qu'il y a un problème et qu'il faut se mettre en conformité. Donc, en fait, ce que les ordonnances Macron ont fait, c'est qu'elles ont fait un peu un mix des trois organes de représentation pour en créer une seule et unique, le comité social et économique. Donc, dans un but de simplification du fonctionnement, donc pour gérer ces organes, parce qu'avant c'était compliqué, qui dit 3 organes différents, dit 3 fois plus de réunions, 3 fois plus d'organisation. Donc le but c'était vraiment que ce soit plus simple pour les entreprises. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a eu une mise en place échelonnée de 2018 jusqu'à 2020. Donc, toutes les entreprises avec un effectif d'au moins 11 salariés ont mis en place un CSE avant le 1er janvier 2020. En fait, les entreprises qui ont rempli les conditions d'effectif dès 2018, elles ont directement mis en place le CSE, ce qui est logique, parce qu'on n'allait pas mettre en place les DP, le CE, le CHSCT, alors que ça avait vocation à disparaître. Mais par contre, ça a été un peu plus long et un peu plus transitoire pour les entreprises qui avaient déjà des instances. Donc elles ont eu comme je vous le disais, jusqu'au 1er janvier 2020 pour mettre en place le CSE. Donc normalement, depuis le 1er janvier 2020, on n'a que des CSE dans les entreprises. Donc, je vous ai parlé du fait que toutes les entreprises avec un effectif d'au moins 11 salariés ont dû mettre en place leur CSE. Mais du coup, comment on calcule cet effectif de 11 salariés? Donc là encore, il y a eu des changements avec les ordonnances Macron. Donc, on vient nous dire que toutes les entreprises qui ont eu au moins 11 salariés sur une période de 12 mois consécutifs ont l'obligation de mettre en place le CSE. Donc, avant les ordonnances Macron de 2017,
Donc, pour mettre en place les délégués du personnel, c'était 11 salariés et pour le CE, c'était 50 salariés. Et on avait un calcul un peu différent parce qu'on devait regarder l'effectif des 3 années précédentes. Et si au cours de ces 3 années, on avait 12 mois qui dépassaient le seuil de 11 salariés, et ben on était redevable de l'obligation d'organiser les élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise. Donc, ce qu'il faut juste comprendre, c'est que cette nouvelle règle, elle est plus souple pour l'employeur. Parce qu'en fait, si par exemple, au cours d'un seul mois, on retombe à un effectif en dessous de 11, eh ben, on repart à zéro pour le calcul. Ce qui n'était pas forcément le cas avant avec ces anciennes règles pour l'EDP et le CE. Donc, une fois qu'on sait combien on doit avoir de salariés pour voir si on est éligible à l'obligation de mettre en place le CSE, il faut savoir quels salariés on va compter et comment, surtout, on va les compter. Donc, les personnes à compter dans les effectifs, ce sont les CDI, les CDD, les intérimaires. Les salariés à temps partiel, on les compte quand même, mais au prorata de leur temps de présence. Et on aura également, par contre, des personnes à ne pas prendre en compte, qui sont notamment les CDD de remplacement, parce qu'en fait, on va compter le salarié qui sera absent temporairement, par exemple pour une maladie. Donc, si on comptait son CDD de remplacement, ça aboutirait à compter deux fois pour une personne qui exécute le même travail. Ensuite, les contrats aidés, les contrats d'apprentissage, les contrats de pro ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif. Et idem pour les dirigeants, les mandataires sociaux. Et pareil pour les stagiaires, peu importe que ce soit un stage d'1 mois, de 6 mois, rémunéré ou non, on ne les prend pas en compte. Il y a juste une petite particularité pour les CDD et les intérimaires. Donc, eux, ils sont pris en compte à due proportion de leur présence au cours des 12 mois précédents. Donc ça, c'est un calcul un peu complexe que même nous, à chaque fois, on a du mal à faire parce que c'est une autre logique. Du coup, c'est un calcul glissant, un peu à contretemps. Donc, ça demande un peu une gymnastique pour effectuer ce calcul. Par exemple, si on a un CDD là, du 1er avril au 15 avril, il ne comptera pas pour 0,5 en avril. Mais on regardera sa présence sur les 12 mois précédents. Donc, en fait, si on se place en avril 2022, il comptera pour 0 en avril 2022 parce qu'il n'était pas présent dans les effectifs entre avril 2021 et mars 2022. Voilà, c'était juste une petite particularité, mais qui peut compter notamment quand on a beaucoup recours à des intérimaires. Donc, il faut bien l'avoir en tête. Deux précisions également qui sont à noter. Le calcul de l'effectif se fait mois par mois. Donc, comme vous l'a dit Charlotte, on va devoir regarder une période de 12 mois consécutifs si au cours de chacun de ces mois, l'effectif d'au moins 11 salariés est atteint. Donc, on fait le calcul mois par mois sur cette période-là, tout en sachant que si on aboutit à un nombre à virgule, nécessairement, ça pourrait être le cas compte tenu des règles qu'on a vues, on n'a pas d'obligation de pratiquer un arrondi. Donc, voilà, tous les mois où on aura 10,50 salariés, c'est un mois où on n'a pas justement l'effectif de 11 requis. Donc, on ne fait pas d'arrondi. Ça aussi, c'est plutôt une règle en faveur de l'employeur pour se dédouaner de cette obligation. On a vu ensemble toutes ces règles. On va essayer de les mettre en pratique au cours d'un exemple que je vous soumets. Donc, l'entreprise comprend à l'heure d'aujourd'hui qui est composée de l'effectif suivant. 8 CDI à temps complet, 4 CDI à temps partiel à 17h50 par semaine, 2 contrats de professionnalisation et 3 CDD pour surcroît d'activité à temps complet. Donc, toutes ces personnes-là sont dans l'effectif aujourd'hui et ce, depuis janvier 2020. On va voir que la date d'entrée, voilà, ça a un impact effectivement sur le décompte de l'effectif. Il y a également dans l'entreprise, on a recours à un intérimaire à temps complet qui, lui, intervient seulement depuis le 1er août 2020. Donc là, on se place en avril 2022. Est-ce que l'entreprise est soumise ou non à l'obligation de mettre en place son CSE?
Voilà, on a pris cet exemple pratique pour que vraiment vous puissiez voir comment il faut procéder. Donc, on va analyser l'effectif mois par mois sur cette fameuse période de référence des 12 mois consécutifs qui précède le jour où on se place. Donc là, on est en avril 2022. La période en cause, c'est avril 2021 à mars 2022. Là, on prend mois par mois l'effectif de l'entreprise. On va regarder si on a ou non cet effectif de 11. Bon, on a un petit peu la réponse par avance. Là, l'intérêt, c'est pas de voir si on est au-delà ou non de 11, c'est surtout de comprendre comment se fait le calcul, de quelle manière on procède. Donc, sur avril 2021, c'est notre mois 1 de la période des 12 mois, on aboutit à un effectif de 13,67 salariés. Pourquoi? Donc, nos 8 CDI à temps complet comptent pour 8 unités. On avait 4 CDI à temps partiel à mi-temps. Eux, ils comptent au prorata de leur temps de présence, donc ils équivalent à 2 unités à temps complet. Nos CDD embauchés en surcroît d'activité depuis janvier 2020, c'est là où il y a un petit peu la spécificité dont vous a parlé Charlotte sur le calcul. Donc, eux, ils comptent au mois d'avril 2021 comme 3 unités à part entière parce qu'ils sont présents dans l'entreprise depuis au moins 12 mois. À l'inverse, notre salarié intérimaire à temps complet qui, je vous le rappelle, était rentré dans l'effectif, et on avait recours à cet intérimaire plutôt depuis août 2020, ça ne fait pas un an qui est dans l'entreprise. Donc là, en avril 2021, il ne va pas compter à hauteur de 1 unité. Il va compter à hauteur de 8 douzièmes, 0,60 et quelques, 0,67 même précisément. Donc voilà, cet exemple, ça nous permet bien de voir comment on fait le calcul pour justement ces CDD et ces intérimaires où il y a une spécificité vraiment en termes de calcul. Et effectivement, l'intérimaire qui était présent depuis le mois d'août, au fur et à mesure de sa présence, il va de plus en plus compter dans l'effectif jusqu'à compter comme une personne à part entière, puisqu'en août 2021, l'intérimaire sera là depuis au moins un an, donc il compte comme une personne à part entière. On avait également un salarié en contrat de professionnalisation. Comme vous l'a dit Charlotte, ce type de contrat n'est pas pris en compte dans les effectifs, donc il n'est pas comptabilisé. Donc, vous voyez, effectivement, voilà, le calcul est quand même assez particulier, notamment pour les CDD intérimaires. Donc, c'est quelque chose d'assez complexe et leur présence va compter dans les effectifs. Donc, sur nos 12 mois, on a effectivement bien à chaque fois au moins 11 salariés dans l'entreprise. Donc, conséquence immédiate, notre employeur est tenu à la mise en œuvre de son CSE dès le mois d'avril 2022, puisqu'on a bien cette période de 12 mois consécutifs où on a un effectif de 11. Si au milieu de cette période-là, on avait un seul mois où subitement l'effectif repassait sous la barre des 11, notre période de 12 mois, qui est nécessaire, elle repart à 0. C'est ce que vous disait Charlotte. C'est plutôt très avantageux pour les entreprises. On peut finalement ne pas être tenu à la mise en place de l'instance de représentation du personnel dans l'entreprise. Ça peut repousser l'obligation d'un an. Donc voilà, il faut vraiment avoir en tête que c'est un calcul au mois le mois. On ne fait pas une moyenne. Là, si on avait par exemple, comme disait Marine, un mois à 10 salariés et qu'on avait fait une moyenne, on serait au-dessus de 11. Mais c'est vraiment pas ça qu'on regarde. C'est vraiment chaque mois. Voilà. Donc là, on vient de voir comment calculer l'effectif de l'entreprise pour voir si elle est soumise ou non à l'obligation de mise en place du CSE. Et effectivement, voilà, ce calcul, il a une incidence, comme je viens de le dire, sur l'obligation de mise en place ou non de l'instance, mais également sur le nombre de représentants qui seront à élire au CSE et sur les attributions qui seront celles de ce comité social et économique. Plus l'effectif de l'entreprise sera important, plus il y aura de représentants dans le CSE et plus le CSE aura d'attributions qui lui seront dévolues. Que se passe-t-il si l'effectif de l'entreprise varie, notamment à la hausse? Donc, une entreprise qui dépasserait le seuil de 50 salariés pendant au moins 12 mois consécutifs, alors qu'elle se trouvait du coup en dessous du seuil précédemment, elle va avoir malgré tout un an pour se conformer aux obligations de consultation et d'information du CSE entreprise de plus de 50.
sauf si il lui reste simplement 1 an à courir avant les prochaines élections. Dans ce cadre-là, ces nouvelles attributions du CSE entreprise plus de 50 lui seront dévolues seulement à compter du renouvellement de ce CSE. À l'inverse, si l'effectif de l'entreprise décroît fortement, que va-t-il se passer? Si une entreprise passe là sous le seuil de 50 les 12 mois qui précèdent le renouvellement de l'instance, elle sera tenue par les attributions des entreprises de 11 à moins de 50 à compter du renouvellement du CSE. De la même façon, une entreprise qui était dotée d'un CSE et qui voit son effectif passer sous la barre de 11, est-ce qu'elle va être tenue ou non à renouveler le CSE au bout des 4 ans? Eh bien, si elle reste en dessous du seuil de 11 pendant 12 mois consécutifs avant le renouvellement de l'instance, eh bien, elle ne sera pas tenue de procéder au renouvellement du CSE qui disparaîtra, tout du moins temporairement, de l'entreprise. Donc, quel est le cadre à retenir pour calculer l'effectif? En fait, le législateur a voulu tenir compte de la complexité des structures juridiques des entreprises, également de cette réalité économique. Et on peut se trouver face à différents types de situations. La plus simple, l'entreprise est composée d'un seul établissement. Le CSE sera élu au niveau de l'entreprise. À l'inverse, si l'entreprise est composée de plusieurs établissements qui ont la qualité de ce qu'on appelle un établissement distinct, dans ce cadre-là, il pourra y avoir un CSE par établissement et également un CSE, ce qu'on appelle central, au niveau de l'entreprise. Là, on est sur des situations un petit peu plus particulières qui ne concernent pas tout le monde. Également, le comité social et économique peut également être élu au niveau de ce qu'on appelle l'unité économique et sociale. Qu'est-ce que c'est que cette unité économique et sociale? Ça représente en fait plusieurs personnes juridiques distinctes qui ont une direction commune, des activités qui sont identiques ou complémentaires et qui ont également une communauté de travailleurs. Dans cette situation-là, le CSE sera élu au niveau de cette unité économique et sociale, bien sûr si on respecte les conditions d'effectif qu'on a vues, et non pas au sein de chacune des entreprises. Et c'est quelque chose aussi de un petit peu encore plus rare, mais ça peut aussi, le CSE peut être élu au niveau du groupe. Ce n'est pas noté dans le support, mais c'est quand même quelque chose qui peut exister. Comment se compose ce comité social et économique que vous aurez peut-être à mettre en place dans votre entreprise? Donc, le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant. Il peut être assisté éventuellement de collaborateurs si nécessaire. Et bien évidemment, au sein du CSE, il y a la délégation du personnel, dont le nombre de représentants va dépendre de l'effectif de l'entreprise. Plus l'entreprise est importante, plus il y aura de représentants des salariés. Les représentants du CSE sont élus pour une durée de 4 ans. Et il y a notamment une particularité d'une entreprise d'au moins 50 salariés. Il y a un nombre de mandats successifs qui a été posé pour éviter que ce soit toujours les mêmes personnes qui soient membres du CSE. Et donc, dans ces entreprises-là, la règle, c'est 3 mandats successifs, maximum. Donc là, dans le tableau qu'on vous présente, ça indique le nombre de titulaires. Il faut savoir qu'il y a un nombre identique de titulaires ou de suppléants. Donc, dans une entreprise de 11 à 24 salariés, on devra élire un titulaire et un suppléant. Seuls les titulaires participent aux réunions. En leur absence, les suppléants peuvent également prendre leur place. Au sein de ces réunions du CSE, il peut y avoir des personnes extérieures qui interviennent en cas de nécessité pour certaines réunions seulement. C'est peut-être le médecin du travail ou l'inspection du travail également. Donc, on vous a proposé là, ce petit rendez-vous là autour du CSE début 2022 pour une raison particulière. C'est parce qu'en fait, c'est une année importante concernant le CSE. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est en 2018 que les premiers CSE ont vu le jour. Et comme vous venez de le voir, la durée des mandats est de 4 ans.
Donc, c'est-à-dire qu'en 2022, on va arriver au terme des premiers mandats des membres du CSE. Donc, les entreprises qui avaient mis en place leur CSE en 2018 vont devoir renouveler leur CSE. Et du coup, on va assister au premier renouvellement de ces CSE. Du coup, c'était un peu l'occasion de vous rappeler les règles du renouvellement des instances en l'adaptant à cette nouvelle instance qui est concernée pour la première fois. Donc, du coup, pour les CSE qui ont été mis en place en 2018, on renouvelle en 2022. Et logiquement, voilà, on va avoir des renouvellements des premiers renouvellements, du moins jusqu'en 2024. Donc, on va essayer de vous présenter un peu toutes les étapes, le calendrier de renouvellement du CSE. C'est un peu complexe pour des entreprises parce que, comme on l'a vu, les entreprises de plus de 11 sont concernées. Donc, l'entreprise de 11 salariés va devoir réaliser le même processus électoral qu'une entreprise de 100 ou de 200 salariés. Et c'est pas une mince affaire parce que clairement, ça se rapproche des élections présidentielles, municipales avec le même processus, les urnes, les isoloirs, etc. Donc, c'est quand même une grosse étape dans la vie d'une entreprise. Et voilà, il faut être vigilant par rapport à toutes ces formalités et surtout par rapport à tous les délais qu'on doit respecter. Parce que comme vous allez le voir, on doit fixer un calendrier, regarder par rapport au premier tour, par rapport à l'expiration des mandats. Donc, voilà, il faut vraiment que le calendrier soit bien ficelé pour qu'ensuite on puisse dérouler en fait le fonctionnement du processus électoral. Donc, du coup, pour que ce soit un peu moins lourd et un peu plus compréhensible, on est parti d'un exemple. Donc, on a une entreprise qui a 16 salariés, qui avait un CSE en place. Elle n'est pas redescendue en dessous du seuil, donc elle est bien redevable de l'obligation de renouveler. Et les mandats prennent fin le 4 mai 2022. Donc là, comme il y a 16 salariés, on doit élire un titulaire et un suppléant. Donc, première étape, dans les 90 jours qui précèdent le premier tour des élections, on doit informer le personnel par affichage du déroulement des élections. Donc là, on comprend tout de suite qu'on ne peut pas fixer notre date de 90 jours comme ça quand on veut, parce qu'on doit déjà fixer en fait le premier tour des élections pour ensuite se caler par rapport à ça. Donc nous, on a fixé le premier tour le 21 avril 2022. Donc là, on est bien dans les 90 jours qui précèdent, puisqu'on va faire cette information le 24 janvier. Donc j'espère que vos mandats expireraient pas le 4 mai, parce que là, vous seriez un peu en retard si on a le même calendrier. Donc on informe le personnel par un affichage que les élections vont être organisées. Ensuite, 30 jours après l'affichage des élections et au moins 2 mois avant l'expiration des mandats, on doit inviter par courrier les organisations syndicales représentatives à négocier le protocole d'accord préélectoral. Ou alors, on affiche les modalités fixées par l'employeur. Alors, pourquoi on a ces deux possibilités ? Dans les entreprises de 11 à 20 salariés, là, donc, vous voyez, on a eu notre affichage le 24 janvier, on a attendu 30 jours, donc là, on s'est placé au 24 février. Si pendant ce délai de 30 jours et uniquement dans les entreprises de 11 à 20 salariés, on n'a aucun salarié qui s'est porté candidat, alors même qu'on n'a pas fait un appel à candidature, notre employeur n'aura pas l'obligation d'inviter les organisations syndicales à négocier le PAP. Donc, dans ce cas-là, il pourra fixer lui-même les modalités des élections et du vote. Donc ça, c'est quand même assez avantageux parce que ça peut être assez lourd de tenir une réunion avec des organisations syndicales qui viennent des fois juste dans un but un peu de
de venir voir ou de contester. Et on passe des heures à s'accorder sur la couleur des bulletins. Donc voilà, au moins si les entreprises de 11 à 20 salariés peuvent se saisir de cette possibilité de ne pas les inviter, c'est quand même intéressant. Et du coup, dans les entreprises de plus de 20 salariés, vous, en tant qu'employeur, vous fixerez vous-même les modalités des élections si vous avez invité les syndicats et qui ne se sont pas présentés le jour du rendez-vous que vous avez fixé. Donc là, on était au 24 février. Ensuite, on laisse un délai de 15 jours à compter en gros de la réception estimée des courriers par les organisations syndicales. Et là, ce sera la date qui sera fixée pour la réunion de la négociation du PAP. Donc, si les organisations syndicales se présentent, on négocie avec eux, on signe le protocole et on l'affiche auprès des salariés. Donc là, on a bien respecté un délai de plus de 15 jours parce qu'on arrive déjà au 16 mars. Donc, vous voyez, là, on a fait finalement que 3 étapes et on est déjà sur un délai de presque 2 mois. Donc, c'est un processus qui est assez long. Donc, je vous ai parlé du protocole d'accord préélectoral, donc qu'on appelle le PAP. Mais qu'est-ce que c'est concrètement? En fait, ça va un peu être notre règlement des élections, où on va fixer toutes les conditions qui vont nous aider pour organiser les élections. Donc, le mieux, c'est d'être le plus précis possible, d'envisager toutes les situations. Comme ça, au moment du déroulement des élections, à chaque question, à chaque doute, à chaque petit événement un peu imprévu ou particulier, on se réfère à ce document. Donc, c'est vraiment la base de nos élections. Il faut quand même y apporter du coup un soin important. Donc, dans le PAP, on va avoir notamment le nombre de collèges électoraux. Donc, le principe, c'est que les salariés sont répartis en 2 collèges, le collège ouvrier-employé et le collège ingénieur, cadre, chef de service, technicien, agent de maîtrise, enfin, tous ceux qui ne sont pas ouvriers ou employés. Dans les entreprises de moins de 25 salariés, on ne va pas s'embêter à faire 2 collèges, on aura un collège unique, donc on regroupe tous les salariés. Et par contre, dans les entreprises où on a un nombre important de cadres, d'ingénieurs et de chefs de service, donc au nombre au moins de 25, là, on devra avoir 3 collèges, donc avec un collège spécifique pour ces salariés. Ensuite, le PAP, il va répartir le personnel dans les collèges. Donc, tel salarié, on le met dans tel collège parce qu'il est ouvrier, tel autre, on le met dans tel collège parce qu'il est agent de maîtrise. Là, comme ça paraît simple, mais il y a toujours des situations un peu particulières. Donc, pareil, si on négocie avec les organisations syndicales, ça, c'est vraiment tous des points qu'il faut valider et prendre salarié par salarié. Donc, bien sûr, pas de répartition quand on a un collège unique. Et ensuite, on répartit les sièges. Donc, les sièges, c'est le nombre de représentants à élire. On les répartit entre les différents collèges. Et donc là, pareil, simplifié, si on n'a qu'un seul siège à pourvoir, on n'aura pas à différencier les sièges selon les catégories de personnel. Et enfin, le PAP doit aussi prévoir la proportion de femmes et d'hommes qui composent chaque collège, parce que ça va avoir un impact notamment sur les listes à présenter. Voilà, ça c'est vraiment de façon sommaire tout ce qu'on doit prévoir. On doit aussi prévoir la couleur des bulletins, on peut prévoir le nombre d'isoloirs, on peut prévoir des choses autres que celles qui sont prévues, en plus de ce qui est prévu par la loi, voilà, pour que ce soit le plus précis et surtout le plus adapté à l'entreprise. On va aussi prévoir les heures pendant lesquelles les salariés peuvent voter, voilà, tout ce genre finalement de choses pratico-pratiques qui permettent vraiment d'organiser les élections sur le terrain. Donc, une fois qu'on a notre protocole d'accord préélectoral signé, validé par les OS et bien affiché auprès des salariés, on va pouvoir se placer donc, environ 1 mois
avant le premier tour. Donc là, je vous ai dit qu'on avait fixé le premier tour au 21 avril. Donc, le 17 mars, je viens établir et afficher les listes des salariés électeurs et éligibles. Donc là, on a des conditions particulières en termes d'ancienneté, de jouissance des droits civiques, etc. Donc là, pareil, on prend toutes les conditions, on prend tous les salariés, on voit tous ceux qui peuvent être électeurs et tous ceux qui peuvent être éligibles. Et voilà, comme ça, les salariés, ils peuvent savoir si, par exemple, ils veulent se présenter, ils vérifient s'ils remplissent bien les conditions ou au contraire, s'ils ne les remplissent pas. Donc, on affiche ça. Et en même temps, on appelle aux candidatures pour le premier tour des élections. Voilà, avec un petit point d'attention. Là, je vous dis que c'est le 17 mars qu'on établit et qu'on affiche nos listes d'électeurs et d'éligibles. Mais la qualité d'un électeur va s'apprécier à la date du premier tour. Donc, en gros, le 21 avril au matin, juste avant que j'ouvre mon bureau de vote, je vérifie bien, enfin, je dis ça de manière assez caricaturale, mais en gros, la veille, vous repassez votre liste et vous vérifiez bien qu'entre-temps, il n'y a pas d'autres salariés qui sont devenus électeurs. Pour être électeur, par exemple, il faut avoir 3 mois d'ancienneté. Si on a un salarié qui était qui remplissait pas la condition au 17 mars, c'est possible qu'il la remplisse le jour du premier tour au 21 avril. Donc voilà, les listes doivent être bien mises à jour. Voilà. Donc là, on laisse le temps aux salariés de prendre connaissance de toutes ces infos, de réfléchir, pour qu'ils se positionnent, pour savoir si ils veulent se présenter ou pas. Et au bout de 15 jours, donc là fixé au 31 mars, c'est la date limite de dépôt des candidatures au premier tour. Donc on ferme les candidatures pour le premier tour. On envoie, on va afficher du coup ces listes et on envoie aussi les documents qui sont nécessaires pour le vote par correspondance pour les salariés absents. On leur envoie toutes les infos et tout le matériel pour qu'ils puissent voter parce que eux aussi, c'est pas parce qu'ils sont en maladie ou en congé qu'ils doivent être écartés du vote. Donc bien vigilants à tout ça. Alors, la spécificité du premier tour, c'est que seuls peuvent se présenter les salariés qui sont présentés par un syndicat, qui ont une étiquette syndicale. Donc, on parle du monopole syndical. Donc, le salarié qui a juste envie de se présenter, mais qui n'a rien à voir avec telle ou telle organisation, il ne va pas pouvoir se présenter pour le premier tour. Donc, si vous, en tant qu'employeur, vous avez des candidatures sans étiquette syndicale, vous devez les refuser. Et donc, les salariés devront la réitérer au second tour. Et pareil, si on n'a pas de candidat, ce qui arrive souvent dans les petites structures, on a une carence au premier tour. Et du coup, on va faire notre appel à candidature à l'issue de la journée du premier tour pour le second tour. Alors là, il y a deux possibilités à l'issue du premier tour. Donc, dans la première hypothèse, on a le quorum qui est atteint et tous les sièges qui sont pourvus. Donc là, les opérations électorales sont finies, l'élection est terminée. Donc, le quorum, c'est quoi? En fait, vous prenez la liste des votants et si elle correspond au moins à la moitié des salariés inscrits sur les listes électorales, ça veut dire qu'en gros, c'est OK, le vote est valable. Mais par contre, si ce quorum n'est pas atteint, en fait, on va considérer que c'est pas assez, le nombre de votants n'est pas assez représentatif de l'entreprise. Donc, du coup, on ne va pas pouvoir considérer que ça permet de mettre un terme aux élections. Et donc, du coup, ce sera pas valable. Et par contre, donc voilà, si le quorum est atteint, que les sièges ont été pourvus, on s'arrête au premier tour. Donc, on établit nos PV d'élection, donc qui sont des CERFA, et on envoie ça à la DRETS, qui sont les nouvelles directes. On envoie ça au syndicat éventuel, au CTEP,
qui est en gros l'organe administratif des élections, et on informe le personnel des candidats qui ont été élus et de la fin du processus électoral. Voilà, si par contre on n'a aucune candidature, on va aboutir à une carence au premier tour. Donc là, on doit établir un PV de carence, et pareil, on l'envoie seulement à l'inspection du travail, on informe le personnel, et là par contre, on procède à l'organisation du deuxième tour et on lance notre appel à candidature pour le deuxième tour. Voilà, comme je vous le disais, le monopole syndical, souvent dans les petites entreprises, voilà, il ne se passe jamais rien au premier tour parce qu'il y a très peu de salariés qui ont une étiquette syndicale. Donc, une semaine à peu près après après le déroulement du premier tour, du coup, c'est la date limite pour présenter sa candidature. Donc là, du coup, ça nous porte au 28 avril. Donc là, on clôture les candidatures à cette date. On affiche de la même façon les listes s'il y a eu des candidats au deuxième tour. Et pareil, on envoie les documents pour que les salariés absents puissent voter. Du coup, je vous disais tout à l'heure, par exemple, si vous avez des salariés qui se sont présentés au premier tour, mais alors qu'ils n'avaient pas d'étiquette syndicale, parce qu'ils n'avaient pas compris en fait qu'ils ne pouvaient pas se présenter à ce moment-là, les candidatures ne sont pas automatiquement reportées au second tour. Donc, si vous recevez une candidature comme ça, vous faites un retour en indiquant que il ne peut pas se présenter au premier tour sans étiquette syndicale. Voilà, vous le remerciez de réitérer sa candidature pour le second tour s'il est toujours intéressé à ce moment-là. Qu'on ne vienne pas vous reprocher après que vous ne l'ayez pas informé, même s'il n'y a pas d'obligation d'information en tant que telle. Et enfin, du coup, là, on arrive à la dernière étape. Donc, le deuxième tour doit intervenir 15 jours après le premier tour. Et donc là, on aura la proclamation des résultats après le déroulement des élections. Donc là, pareil, on n'a plus d'histoire de quorum pour le second tour parce qu'en gros, c'est une élection, ça se fait en 2 tours, pas plus. Donc là, même si il y a qu'un tiers des électeurs qui ont voté, on va quand même élire le membre du CSE qui a eu la majorité parmi les votants. Voilà, il suffit d'un vote en fait. Et on établit, pareil, que si on avait arrêté le processus électoral après le premier tour, on établit notre PV d'élection et on envoie aux mêmes organismes et on informe le personnel. Et là, si on n'a toujours pas eu de candidature, on établit un PV de carence qu'on envoie pareil à l'inspection du travail, au CTEP, et on en informe le personnel. Donc là, dans la première hypothèse où les sièges sont pourvus, on est parti pour 4 ans avec les membres qui ont été élus. Dans le deuxième cas, pareil, on a un PV de carence pour 4 ans avec quand même une petite nuance. 6 mois après les élections, donc là, le processus électoral a pris fin le 5 mai. Donc, on a 6 mois où l'employeur est tranquille à 100%. Mais par contre, à l'issue de ce délai de 6 mois, un salarié peut demander l'organisation des élections et vous serez contraint de les organiser alors même que vous l'avez fait il y a 6 mois et alors même si vous savez pertinemment que ce salarié, par exemple, il n'a pas du tout envie de se présenter, qu'il le fait juste pour vous embêter ou pour une raison qui lui appartient, vous êtes obligé de vous soumettre à nouveau au processus électoral. Donc là, du coup, nos mandats avaient pris fin le 4 mai. Donc là, on a le 5 mai, la fin des élections et si on a eu des élus, le nouveau CSE. Donc, il n'y a pas eu de carence entre les deux. Donc ça, c'est très important de faire concorder le calendrier pour qu'il n'y ait pas de carence entre les anciens représentants et les nouveaux. Parce que ça voudra dire que pendant ce temps, vous
n'êtes pas dans le respect de l'obligation et que du coup, Marine vous expliquera les risques qu'il y a à ne pas être à jour de ses obligations en la matière. Donc là, on a vu le renouvellement du CSE. Et là, je vais passer un peu plus vite parce que c'est à peu près les mêmes étapes. Mais on a aussi le cas dans lequel le CSE va être mis en place pour la première fois. Donc là, j'ai mis un exemple. Du coup, on se place fin février 2022. On a regardé notre effectif sur les 12 mois précédents. Et là, on voit que notre entreprise, elle a bien dépassé le seuil fatidique de 11 depuis au moins 12 mois. Donc là, à compter du 1er mars, j'ai l'obligation de commencer mon processus électoral. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est à peu près les mêmes délais, sauf que là, on ne devra pas se caler par rapport à l'expiration des mandats, tout simplement parce qu'il n'y a pas de mandat en cours. Donc voilà, j'insiste sur le fait que le processus électoral doit vraiment débuter le lendemain du jour où on a atteint l'effectif de 11 salariés pendant 12 mois consécutifs. Donc là, on a vérifié le 28 février. Donc, dès le 1er mars, on se met au travail pour engager le processus. Voilà, je vous ai juste mis à nouveau les étapes que je ne redétaillerai pas. Mais voilà, il faut voir qu'on a à peu près 3 mois pour organiser les élections. Donc, voilà, il faut s'y prendre bien en amont parce que c'est un processus long et faut pas, pour ces raisons, on ne peut pas s'y prendre à la dernière minute. Voilà, on l'a pas abordé spécifiquement ici, mais vous avez aussi la possibilité d'avoir recours au vote électronique. Ça peut être très, très intéressant, notamment maintenant où il y a beaucoup de télétravail, beaucoup de salariés qui se déplacent. Ça peut être difficile de réunir tout le monde le jour J pour voter. Donc, ça peut être assez facilitant. Il y a pas mal de prestataires qui proposent ça, clé en main. Et voilà, à voir si ça peut être intéressant pour vous et correspondre à vos attentes. D'autant plus dans les entreprises d'une certaine taille, ça permettra de faciliter un petit peu le processus et toutes ces étapes quand même assez lourdes. Bon, on vient de voir ensemble les entreprises qui étaient soumises à l'obligation de mettre en place leur CSE. Charlotte vous a expliqué en détail de quelle manière donc le processus électoral devait se dérouler, de manière à aboutir soit à l'élection de membres au CSE, soit à une carence au CSE. Dans l'un ou l'autre cas, c'est quelque chose qui est valable pendant une durée de 4 ans pendant lesquels l'employeur est tranquille, sauf le cas que tu as présenté, Charlotte, si toutefois il y avait des personnes qui revenaient vers l'employeur 6 mois après l'établissement de ce PV de carence. On va voir enfin dans une dernière partie quel est le rôle de ce CSE et les enjeux liés à sa mise en place et également quelles seraient les sanctions pour les entreprises qui se refuseraient à mettre en place leur CSE. Donc, le CSE a vraiment un rôle majeur dans l'entreprise. Il est constitué des représentants des salariés qui sont désignés et élus par les salariés eux-mêmes. Donc, c'est un processus quand même très démocratique à noter. Et le CSE, son rôle premier, ça va être de porter les réclamations des salariés auprès de l'employeur. Vraiment, il doit représenter le personnel dans les échanges avec l'employeur. Ça pourra aussi être un acteur important dans le cadre d'un dialogue social, également la conclusion d'un accord d'entreprise. Ça va être le CSE, l'acteur prioritaire et l'interlocuteur de l'employeur dans le cadre de la conclusion de cet accord. Et enfin, le CSE s'est vu attribuer l'ensemble des attributions qui étaient celles du comité d'hygiène, de sécurité des conditions de travail, le CHSCT. Donc, il y a tout ce volet aussi santé, sécurité et conditions de travail qui est également de la responsabilité du CSE. Quelles sont les attributions de ce CSE? En fait, on voit que les attributions du CSE, elles vont être déterminées selon son effectif. Plus l'entreprise a un effectif important, plus le CSE aura lui-même des attributions importantes. Et là, vraiment, la frontière qui est importante à avoir, c'est selon que l'entreprise a plus ou moins de 50 salariés. C'est ça vraiment qui va déterminer
les attributions du CSE et leur nombre. En fait, schématiquement, avant, on avait les délégués du personnel, le CE, pardon, délégués du personnel, le CE et le CHSCT qui avaient chacun leurs attributions. Suite à la disparition de ces instances et à la création de l'instance unique, le CSE, qu'est-il advenu des attributions de chacune de ces instances? Donc, dans les entreprises de moins de 50 salariés, schématiquement, le CSE, il a récupéré l'ensemble des attributions des délégués du personnel et une partie de celles du CHSCT. On va voir ensemble quelles sont dans le détail ces attributions. Donc, le CSE entreprise de moins de 50, va avoir pour rôle de présenter toutes les réclamations des salariés, qu'elles soient individuelles ou collectives, sur un certain nombre de thèmes, les salaires, l'application du Code du travail et toutes les dispositions aussi en matière de protection sociale et relatives aux accords collectifs de l'entreprise. Le CSE va également avoir pour rôle de promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise, l'ancien rôle qui était dévolu au CHSCT. Le CSE pourra aussi saisir l'inspection du travail si un certain nombre de plaintes lui sont remontées ou si on observe qu'il y a des irrégularités en matière d'application de dispositions légales. Le CSE devra aussi pouvoir être consulté si l'entreprise a un projet de licenciement économique collectif. Le comité dans les entreprises de moins de 50 pourra également se saisir de son droit d'alerte s'il constate une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale, aux libertés individuelles, et également s'il constate un danger grave et imminent ou pour la santé publique ou l'environnement. Donc, le CSE, tout bonnement, pourra en fait imposer à l'employeur d'ouvrir une enquête s'il constate ce type d'atteinte et de danger grave et imminent. Enfin, il faut aussi savoir que dans l'entreprise de moins de 50 salariés, le CSE devra être informé et consulté sur toute une série de sujets, notamment en cas d'inaptitude d'un salarié. Le comité social et économique devra être consulté sur un éventuel reclassement de ce salarié inapte, de même que pour tout changement en matière de durée du travail ou instauration d'un accord d'épargne salariale. Cette fois-ci, dans l'entreprise de taille plus importante, entreprise de plus de 50 salariés, là, les attributions du comité sont beaucoup plus larges et elles reprennent toutes celles qui étaient dévolues, donc au DP, au CE et au CHSCT. Il y a un transfert total des missions qui étaient celles de ces institutions, transfert auprès du comité social et économique, entreprise de plus de 50. Là, on est vraiment sur un cadre beaucoup plus large et des attributions plus importantes, que je vous détaille juste après dans le slide. Donc, bien évidemment, le CSE entreprise plus de 50 va récupérer lui aussi les attributions des CSE de taille moins importante et également toutes les attributions qui figurent par la suite. Donc, des attributions assez générales permettant donc la prise en compte des intérêts des salariés. Le CSE, voilà, il va assurer l'expression de toutes les demandes, toutes les sollicitations des salariés dans un certain nombre de domaines, qui sont listés dans le support. Il devra aussi être informé et consulté pour les questions d'organisation, gestion, marge générale de l'entreprise. Et voilà, sur les attributions de santé, sécurité et conditions de travail, le comité social et économique des entreprises plus de 50 a vraiment des missions, des pouvoirs plus importants. Il va pouvoir analyser les risques professionnels et les risques d'exposition aux facteurs de pénibilité, contribuer à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, la résolution des problèmes de maternité, l'adaptation et l'aménagement des postes de travail également, afin de permettre le maintien en emploi des personnes handicapées. Et il pourra aussi, il pourra apporter toute bonne idée pour pouvoir permettre des actions de prévention pour tout ce qui est harcèlement moral, harcèlement sexuel et agissement sexiste. Le comité aura vraiment un rôle à jouer dans ces domaines-là. Autre attribution de ce comité entreprise plus de 50, il devra également être consulté et informé sur ce qu'on appelle les 3 grands thèmes d'information, consultation
qui était celle en fait du comité d'entreprise par le passé. Donc ces 3 grands thèmes sont les orientations stratégiques de l'entreprise tout d'abord, la situation économique et financière de l'entreprise et enfin la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et d'emploi. Ça constitue les 3 grandes consultations qui étaient celles du CE et qui sont dévolues au CSE entreprises plus de 50. Ça, c'est les informations et consultations récurrentes. Et de manière plus ponctuelle aussi, ce comité devra être consulté, informé de manière plus ponctuelle, par exemple en cas de mise en œuvre d'un système de pointeuse, de vidéosurveillance dans l'entreprise, en cas de projet de restructuration, compression des effectifs, entraînant un licenciement économique, etc. Et également, ce n'est pas noté sur le support, mais en cas d'activité partielle, mise en place dans l'entreprise, le CSE des entreprises de plus de 50 devra pouvoir apporter un avis favorable qui devra être transmis à l'inspection du travail pour permettre d'avoir cette autorisation de mise en œuvre de l'activité partielle dans l'entreprise. Autre attribution, on arrive un petit peu sur la fin. Les attributions, elles sont nombreuses. Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le comité peut participer au conseil d'administration ou de surveillance de la société. Et enfin, et non des moindres, le CSE pourra gérer les activités sociales et culturelles dans l'entreprise, puisque dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le CSE a un budget à ce titre-là. Donc là, on a balayé ensemble toutes les attributions qui sont celles du CSE afin de bien voir le rôle qu'il aura dans l'entreprise. Et effectivement, plus l'entreprise est importante, plus le CSE aura vraiment un pouvoir de faire changer les choses, d'être partie prenante aux décisions et aux projets de l'entreprise. Et il faut savoir que suite à la période qu'on vient de vivre, le CSE aussi a été assez ébranlé suite à l'apparition du Covid-19 sur notre territoire. Il a fallu également que notre comité social et économique s'adapte, puisqu'il y a eu toute une série de sujets sur lesquels il a dû être consulté, il a dû intervenir, notamment le télétravail a été mis en place du jour au lendemain dans les entreprises. Il faut savoir que le CSE également doit être consulté et informé sur ce type de mesures-là. De la même manière, un certain nombre d'entreprises ont dû augmenter leur durée du travail dans des secteurs vraiment jugés essentiels à la continuité de la vie économique. Il a fallu adapter les règles applicables en matière de durée maximum de travail et le CSE a eu également à être consulté et à pouvoir apporter sa pierre à l'édifice. En activité partielle, je vous l'ai dit, il faut obtenir l'accord du CSE pour sa mise en œuvre. Donc là, il y avait quand même des mesures qui ont été un petit peu allégées par rapport à ça, puisque les entreprises n'ont pas pu du jour au lendemain consulter leur CSE sur ça, bien sûr. Rien qu'également en matière de tenue de réunion, le CSE a lui aussi dû s'adapter. Donc, on a eu recours à tout ce qui est visioconférence, conférence téléphonique. Et enfin, il y a eu déjà un certain nombre de licenciements économiques, restructuration, et le CSE également a partie prenante à tous ces projets. Voilà. Je ne détaille pas les autres sujets, c'était simplement pour faire un petit panorama de les impacts que ça peut avoir aussi sur le CSE. Donc, si malgré tout ça, un employeur qui a au moins 11 salariés ne souhaite pas mettre en place son CSE, il aurait tort, j'ai envie de dire, parce qu'il a quand même son rôle, le CSE, mais cet employeur pourra être sanctionné et lourdement sanctionné. Ne pas mettre en place son instance de représentation du personnel alors qu'on y est tenu au regard de son effectif, ça fera encourir à l'entreprise des risques sociaux et pénaux qui sont importants. Tout d'abord, ça constitue ce qu'on appelle un délit d'entrave aux fonctions des représentants du personnel et l'entreprise peut se voir condamnée au paiement d'une amende de 7 500 € et une peine d'1 an d'emprisonnement. Tout de même assez dissuasif. D'autre part, les salariés de l'entreprise qui sont privés d'un organe de représentation, par ce simple élément, ce seul fait-là, ils peuvent obtenir des dommages et intérêts en justice puisqu'effectivement, ça leur cause un préjudice. Donc, c'est des risques quand même qui ne sont pas neutres, qu'il faut bien avoir à l'esprit.
Et ça a aussi un impact dans toute une série d'autres domaines de ne pas avoir de CSE. Je vous présente la liste ci-dessous. Si une entreprise souhaite dénoncer un usage, supprimer le versement d'une prime pour instaurer un autre élément de rémunération, eh bien, si elle n'a pas de CSE alors qu'elle devrait en avoir un en raison de son effectif, elle ne pourra pas dénoncer l'usage, tout du moins, cette dénonciation, elle sera inopposable aux salariés. Et les salariés pourront effectivement dire non, mais la prime, elle existe toujours, elle ne peut pas être supprimée ainsi. Si vous souhaitez mettre en place autre chose, un accord d'intéressement en raison des exonérations fiscales et sociales qui sont quand même assez avantageuses, si vous n'avez pas de CSE, vous ne pourrez pas mettre en place cet accord. Ou du moins, si vous arrivez à obtenir malgré tout qu'il soit accepté par l'inspection du travail, vous risquerez à terme de perdre tout bonnement ces exonérations sociales et fiscales. Et ça, c'est aussi pas négligeable du tout. En matière de procédure de rupture de contrat, le comité social et économique, pour un certain nombre d'entre elles, doit être consulté sur la procédure de rupture de contrat. Eh bien, voilà, dans le cadre d'une entreprise qui n'aurait pas de CSE, effectivement, elle ne pourra pas respecter cette formalité de procédure et elle risquera de voir sa procédure viciée. Et ça ouvrira droit aux salariés à un certain nombre de dommages et intérêts. Donc là, il y a quelques exemples, notamment, on pense à l'inaptitude professionnelle. Un salarié qui est reconnu inapte par le médecin du travail, suite par exemple à un accident du travail, vous devez donc soit le reclasser à un poste adapté, soit le licencier. Si vous le licenciez, eh bien, ça ouvrira droit au salarié à une indemnité de 6 mois de salaire, puisque vous n'avez pas de CSE, que vous n'avez pas pu consulter dans le cadre de la procédure. Ça relève d'une formalité effectivement obligatoire. Et enfin, et non des moindres aussi, si vous n'avez pas de représentant du personnel, vous n'avez aucune possibilité de négocier des règles qui soient différentes de celles du Code du travail dans l'entreprise. Vous ne pouvez négocier aucun accord d'entreprise, donc c'est quand même assez dommageable. Voilà, on voulait vous présenter dans ce slide tous les impacts à ne pas souhaiter mettre en place de CSE alors que l'entreprise y est pourtant tenue. Il y a vraiment des risques assez importants dans toute une série de domaines, donc il faut garder à l'esprit tout ça. Et effectivement, voilà, il ne faut pas croire, mais quand même, quand il y a un CSE dans l'entreprise, ça se passe quand même plutôt bien en général. Les salariés ont des représentants vers qui se retourner pour poser des questions. Ça permet un échange avec l'employeur par le biais du CSE. Donc, c'est une instance qui sait jouer son rôle. Donc, il faut véritablement mettre en œuvre le processus d'élection si vous êtes concerné en raison de votre effectif. Donc, simplement, je ne sais pas si on l'a précisé, mais voilà, les entreprises qui organiseraient les élections et qui aboutiraient à un PV de carence, il faut savoir qu'elles seront tranquilles pour 4 ans normalement. Donc, tous ces risques-là qui sont énoncés, ça ne vous concerne pas. Oui. C'est vraiment les entreprises qui c'est pas l'obligation de mettre en place le CSE, c'est l'obligation d'organiser les élections. Tout à fait. Donc, on peut aboutir à ce qu'il n'y a aucun élu et c'est pas du tout problématique. On a essayé de vous convaincre un petit peu de mettre en œuvre le processus électoral. On essaye de vous convaincre par la peur. Ouais, c'est ça. Convaincre les derniers récalcitrants s'ils ne veulent pas le mettre en place, quoi. Et justement, comment faire pour mettre en place le CSE? Vous pouvez faire appel à nous. Au sein du cabinet, donc on est 3 juristes en droit social et on est tout à fait en capacité de vous accompagner dans la mise en œuvre de ces élections du CSE. Comme vous l'a expliqué Charlotte, voilà, ça dure environ 3 mois. 3 mois durant lesquels voilà, il y a toute une série de courriers à envoyer, à afficher dans l'entreprise, donc des formalités quand même assez lourdes. Donc nous, on peut vous accompagner tout au long de la procédure, tout au long de ces 3 mois. Et voilà ce qu'on propose dans le cadre de notre intervention. Donc dans un premier temps, on pourra déterminer vos effectifs. Il faut bien vérifier que vous êtes soumis à l'obligation et voir également combien d'élus il conviendra d'élire. On établira ensemble un calendrier des élections selon voilà, des dates qui pourront convenir à votre société. On vous transmettra en format Word l'ensemble des modèles, des documents de procédure à afficher et à envoyer. Et ensuite, on pourra vous accompagner
tout au long de la procédure pour remplir et personnaliser ces modèles selon les événements qui surviendraient. On pourra également vous accompagner à la négociation du protocole d'accord préélectoral avec les syndicats, vous prêter du matériel, des urnes qu'on a au cabinet, et enfin vous aider également au moment du second tour pour dépouiller les bulletins, et voir voilà, quels sont les élus dans l'entreprise. On vous a peut-être déjà embêté avec des mails. Est-ce que vous avez des intérimaires? Est-ce que vous pouvez nous envoyer votre PV des dernières élections? Vous ne nous avez pas envoyé votre PV. Est-ce que vous pouvez nous l'envoyer, s'il vous plaît? C'est pas pour vous embêter, c'est juste que comme ça, nous, on peut suivre. On suit où vous en êtes, on suit vos effectifs. Et nous, ça nous permet de voir si vous êtes en règle ou pas, et voilà, de se tenir un peu au fait de vos évolutions d'effectifs, pour que voilà, au moment où vous soyez redevable de l'obligation, qu'on puisse se montrer réactif et qu'on manque pas quelque chose, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous, même si vous avez un doute, si vous avez que 8 salariés, mais que vous avez recours pendant une période à plusieurs intérimaires. Voilà, toutes ces situations un peu, il faut qu'on le vérifie, en fait, pour être sûr et pour vous dire, là, vous êtes tranquille jusqu'à telle date, revenez vers nous à ce moment-là. C'est tout ce travail en amont aussi qu'on essaye de faire pour pas manquer les élections au moment où on doit les faire. Éviter que vous vous trouvez en difficulté par rapport aux situations qu'on a évoquées juste avant. Bien souvent, on a une inaptitude, on ne peut pas consulter le CSE, c'est compliqué. Donc pour pas se retrouver il vaut mieux anticiper et le faire maintenant avant de se trouver dans une situation inextricable où il y aura des risques importants. Donc, sur le slide, on vous présente également les tarifs pour cette intervention qui sont différents, bien sûr, selon la taille de votre entreprise. Vous avez vu que les formalités sont pas les mêmes. De même que si on est déjà intervenu à la mise en place du CSE et que vous souhaitez de nouveau nous mandater pour le renouvellement de l'instance, les tarifs seront un tout petit peu différents également, puisqu'on est déjà intervenu. Voilà. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez obtenir le support. Également, si vous avez des questions, des remarques, on va regarder le chat s'il y a des questions. Accéder sur votre ordinateur, donc on va la regarder d'ici. Voilà, c'est ici. Alors, est-ce qu'on a des questions? N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez. Pour l'instant, aucune question. Si jamais vous souhaitez, évidemment, alors attendez, non, rien. Si jamais vous avez d'autres questions qui peuvent vous venir après le webinaire, si vous voulez également des précisions, parce que c'est vrai que vous l'avez vu, c'est un peu complexe quand même au niveau du calcul, notamment des effectifs, pour bien comprendre l'éligibilité. N'hésitez pas à appeler Charlotte Catrin, Marie Noyer ou Isabelle Seux. Si vous n'avez pas leurs coordonnées, c'est pas un souci. Vous appelez au standard, on redirigera l'appel auprès d'une des 3 juristes qui saura parfaitement vous conseiller et adapter la réponse évidemment à votre besoin. Voilà, on n'a pas de questions, donc on va arrêter là. J'espère que c'était clair pour tout le monde. Et voilà, je pense qu'elles ont pris beaucoup de plaisir à animer le webinaire. N'hésitez pas à nous faire des remarques, des commentaires. C'était une première pour nous, donc on a envie de voir si ce format plaît. Et, voilà, donc on renouvellera probablement cette initiative de faire des webinaires sur vraiment des thématiques liées à l'actualité ou pas d'ailleurs, ou du récurrent dans la vie de l'entreprise, voilà, et qui sont toujours animés par nos spécialistes métiers. La prochaine fois, vous verrez Isabelle Seux, notre 3e juriste. Voilà, comme ça vous aurez fait le tour. On va tourner un peu, voilà. Bon, on vous remercie. Merci. Bonne fin de journée. Bon après-midi. On est à votre disposition. À bientôt. Au revoir. Au revoir.